Je m'appelle Élise, et voici comment j'ai appris que les rêves, même les plus doux, peuvent se transformer en cauchemars. Quand j'ai décidé d'épouser Julien, je pensais avoir trouvé l'homme idéal, attentionné, responsable, honnête. Notre histoire avait tout d'un film français romantique. Des balades sous la pluie fine de Bretagne, des nuits à parler à cœur ouvert, des promesses murmurées à la lueur des étoiles de Quimper. Julien savait manier les mots avec une délicatesse qui me faisait fondre, surtout lorsqu'il évoquait notre futur chez nous. Il me disait souvent, en me serrant contre lui, « Imagine, on se réveille ensemble dans notre maison. L'odeur du café frais flotte sur la terrasse, tu lis un livre pendant que je prépare les crêpes. » Je riais. Je croyais à ces visions comme on croit aux contes de fées, même quand on a passé l'âge de les lire point, nous avons commencé à parler sérieusement de construire notre chez nous. J'avais un petit appartement à Rennes, un héritage de mes parents, que je gardais précieusement, comme un trésor fragile. Mais Julien m'a convaincu qu'en vendant ce bien, nous aurions un excellent point de départ. On vend, on achète le terrain, et je m'occupe de tout, de la construction au moindre détail, me répétait-il avec ce sourire qui me faisait baisser la garde. J'ai signé la vente, encaissé la somme, y ajouté mes économies soigneusement mises de côté au fil des années, et nous avons lancé le projet. Julien avait trouvé un terrain à Vannes, charmant petit coin avec vue sur le golfe du Morbihan. Le prix était attractif, presque une aubaine, m'assurait-il. Il insistait pour que le terrain et la maison soient à son nom, pour simplifier les démarches pendant que tu travailles. J'ai accepté sans hésiter, convaincu que la confiance n'a pas besoin de papiers multiples. Et la construction a débuté. Moi, je me plongeais avec passion dans le choix des matériaux, des carreaux pour la cuisine, des nuances pour les murs, des poignées des portes. Je voulais que tout soit parfait, un écrin de douceur pour notre vie à deux. Mais peu à peu, Julien s'est fait plus distant. Il consultait de moins en moins mes avis, justifiant cela par son emploi du temps chargé. Chaque fois que je le questionnais sur l'avancement, il balayait mes inquiétudes d'un « tout est sous contrôle, ne t'en fais pas ». J'allais parfois seul au chantier, espérant sentir l'effervescence du projet, mais quelque chose clochait. Les murs montaient, la toiture suivait, mais il me dévoilait les progrès après coup, comme s'il voulait me tenir à distance. Un jour, j'ai demandé pourquoi il avait choisi des fenêtres sans m'en parler. Sa réponse m'a laissé perplexe, ce sont des modèles standards, tu aurais choisi les mêmes. J'ai voulu lui faire confiance, même si un soupçon de doute s'installait en moi, sournois comme un courant d'air froid sous une porte mal fermée. Mes investissements se sont amplifiés au fil des mois, matériaux, ouvriers, meubles. Je me voyais déjà organiser la pendaison de crémaillère, fleurir les rebords de fenêtres, accueillir nos amis dans ce nid que j'imaginais chaleureux. Mais Julien changeait. Il rentrait tard, s'absentait souvent sous prétexte de surveiller le chantier seul. Je voyais furtivement des messages s'afficher sur son téléphone, signés Noémie, mais je taisais mes suspicions, me raccrochant à l'idée que je devais lui faire confiance. Un samedi, j'ai décidé de me rendre sur le terrain seul. Julien m'avait dit qu'il avait une réunion importante. J'ai pris un thermos de café, prête à passer la journée à observer les travaux et à m'imprégner de la lumière douce de l'après-midi breton. Mais en arrivant, mon cœur s'est serré. Des enfants jouaient dans la cour, un garçon courant avec une épée en plastique, une fillette roulant sa poupée sur une trottinette. Sur le perron, une femme discutait avec des ouvriers, comme si elle était la maîtresse des lieux. Je me suis approchée, me présentant comme l'épouse de Julien, celle qui construisait ce rêve. Elle s'appelait Noémie. Elle avait des enfants avec lui, disait-elle, et attendait leur emménagement imminent. J'ai senti mes jambes fléchir, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je n'ai pas tout compris tout de suite, mais son assurance me glaçait. Je suis partie sans un mot, oubliant même mon café. Le vide s'est installé en moi, un silence assourdissant. Dès retour à Rennes, errant dans mon appartement, je tentais de joindre Julien. Pas de réponse. Mon message urgent restait sans écho. Lorsqu'il est rentré le soir, calme comme si de rien n'était, m'embrassant sur la joue avant d'aller se laver les mains, je l'ai regardé avec un mélange d'incrédulité et de colère. Comment pouvait-il me regarder ainsi, après ce que je venais d'apprendre ? Je l'ai confronté. Il a d'abord été évasif, puis a avoué que Noémie traversait une période difficile, qu'il voulait simplement l'aider, que les enfants n'avaient pas de logement. J'ai écouté, incrédule, tandis que mon monde s'effondrait. J'ai pensé à chaque centime dépensé, chaque instant volé à mes rêves pour bâtir ce foyer, ce refuge qui n'était pas pour nous. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai enregistré une vidéo, ma voix tremblante mais déterminée, dénonçant la trahison. Puis j'ai envoyé tout ça à Marine, mon amie avocate, celle qui m'avait toujours conseillé et épaulé. Marine m'a dit de rassembler toutes les preuves, factures, virements, contrats, pour contester cette mascarade. Le terrain et la maison étaient à son nom, mais l'argent venait de moi. C'était une question de justice, pas seulement d'argent, mais de dignité. Julien,
Lui, continuait de faire comme si de rien n'était, buvant son thé dans notre cuisine commune, ignorant le tsunami qu'il avait déclenché. Je l'ai défié une dernière fois, caméra à la main, prêt à dévoiler ses mensonges. Il a essayé de saisir mon téléphone, mais je tenais bon. J'étais plus forte que sa duplicité. Le combat a commencé. Marine et moi avons préparé le dossier, nous avons fermé le compte commun, gelé les fonds restants, et entamé la procédure judiciaire. Julien m'a supplié, menacé, tenté de manipuler, mais je restais inflexible. Le tribunal a statué en ma faveur, reconnaissant que malgré l'enregistrement à son nom, les fonds venaient bien de moi. Il devait me rembourser, y compris pour le préjudice moral. Julien a perdu non seulement la maison, mais aussi sa crédibilité. Je suis parti, vers une nouvelle vie, loin de la trahison et des promesses volées. Dans un petit appartement à Redon, avec ses fenêtres grandes ouvertes sur la ville, j'ai retrouvé le goût de la liberté. Je n'ai pas répondu au dernier message de Julien, celui où il demandait une seconde chance. Je me suis contenté d'effacer son numéro, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri, une vraie, forte, libératrice éclat de rire. Cette histoire, je la partage, non pas pour raviver la douleur, mais pour rappeler que le véritable foyer n'est pas seulement fait de murs et de toits, mais de confiance, de respect, et surtout d'amour sincère. Voilà, c'est mon histoire, celle d'une femme qui a tout perdu pour mieux se retrouver. Les jours qui ont suivi ce premier coup de tonnerre ont ressemblé à une longue traversée dans un ciel d'orage. Chaque matin, je me réveillais avec un poids au creux de la poitrine, mélange de colère, de peine et d'une détermination nouvelle à ne pas me laisser écraser. J'avais quitté le cocon qui n'en était plus un, ce nid prétendument fait pour deux, mais qui s'était révélé être une prison aux barreaux invisibles. Mon petit appartement à Redon, avec ses murs tapissés de lumière et son parfum de peinture fraîche, devenait mon refuge, ma forteresse, même si parfois j'avais l'impression que les ombres du passé s'y glissaient quand la nuit tombait. Je me suis surprise à observer chaque détail, à savourer l'odeur du café le matin, à écouter le chant lointain des mouettes au bord de la Vilaine, tout en reconstruisant mon esprit brisé. Mon reflet dans la glace ne m'était plus un étranger, mais une alliée. Cette femme aux cheveux châtain clair, souvent relevés en un chignon désordonné, aux yeux verts qui n'avaient plus rien de la naïve rêveuse d'autrefois, portait désormais sur elle les marques d'une bataille intérieure. Je prenais soin de moi, non pas dans une quête de séduction pour quelqu'un d'autre, mais comme un hommage à celle que j'étais redevenue. Mon dressing, jusqu'ici dominé par des robes légères et des jupes virevoltantes, s'enrichissait maintenant de tenues plus affirmées, tailleurs impeccables, escarpins noirs aux talons aiguilles, sacs en cuir souple. J'aimais le contraste entre la douceur de mes peignoirs en soie et la fermeté que je dégageais dans mes vêtements de travail. C'était comme si mon apparence racontait cette histoire silencieuse, cette métamorphose lente qui s'opérait dans chaque geste. J'y passais beaucoup de temps chez Marine, ma confidente, mon roc. Elle avait cette façon à elle de mêler sérieux et humour, comme quand elle me disait en attrapant mon poignet pour y lire mon pouls, « T'es une vraie guerrière, Élise, mais faudrait peut-être que tu arrêtes de vivre en mode alerte rouge, tout le temps, sinon tu vas finir par griller comme une crêpe bretonne trop cuite. » C'était absurde, mais ces mots me faisaient du bien. Ils me rappelaient que malgré tout, la vie continuait, avec ses absurdités et ses petites joies. Le procès approchait, et je sentais l'adrénaline monter à chaque préparation. Marine avait tout organisé avec une précision chirurgicale. Les piles de documents, les relevés bancaires, les preuves des virements, tout était prêt. Je revivais chaque moment passé à choisir la peinture, les luminaires, chaque euro versé, chaque espoir déposé dans ce projet que Julien avait trahi. Dans ces papiers, c'était mon combat, ma vérité. Pendant ces semaines, je me suis surprise à observer les couples autour de moi, ceux qui déambulaient main dans la main dans les rues pavées de Vannes ou s'attardaient dans les cafés aux terrasses ensoleillées. Je me demandais comment ils faisaient pour ne pas voir que parfois, le bonheur se cache derrière un masque fragile, prêt à tomber. Leur insouciance me paraissait à la fois douce et cruelle. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, je me suis installée sur le canapé, enveloppée dans un plaid en laine douce, et j'ai regardé une vieille photo de Julien et moi, prise lors de notre premier voyage à Saint-Malo. Leur sourire lumineux me semblait maintenant appartenir à une autre vie, un autre monde. Un éclat amer m'a traversé, mais il a vite été remplacé par une résolution tranquille. Je ne reviendrai pas en arrière. Le jour du procès est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. J'étais nerveuse, certes, mais aussi étrangement calme. Marine m'avait préparée à chaque éventualité, m'avait répété que la vérité finirait toujours par triompher. Dans la salle d'audience, j'ai croisé le regard de Julien. Il portait un costume sombre, un peu trop grand pour lui, et son sourire confiant avait déserté son visage. Je l'ai observé, sans haine, simplement avec la froideur lucide de celle qui a vu l'envers du décor. Le juge a écouté attentivement, puis a rendu sa décision, claire et sans appel. Reconnaître que les fonds investis provenaient exclusivement de moi, que la propriété ne pouvait être tenue pour acquise par Julien, et ordonner la restitution intégrale, avec une compensation pour le préjudice moral. La salle semblait retenir son souffle. Moi, j'ai senti un poids immense s'élever de mes épaules. Pourtant,
même dans la victoire, un goût amer persistait. La trahison avait laissé des cicatrices profondes, et la reconstruction ne se faisait pas en un jour. En sortant du tribunal, j'ai croisé une silhouette familière, Noémie. Elle m'a regardé, les yeux baissés, puis a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Je lui ai adressé un simple signe de tête, comme pour dire que je comprenais, que je savais point les jours suivants, Julien a disparu. Ses appels, ses messages se sont arrêtés. Je savais que notre histoire était définitivement terminée. J'ai repris ma vie, pas à pas, avec la force tranquille de celle qui refuse de se laisser briser point mais parfois, dans le silence de la nuit, un doute persiste. Comment un homme capable de tant de duplicité pouvait-il être si sûr de lui? Et surtout, que cachait vraiment ce terrain à Vannes, ce terrain qu'il avait acheté si facilement, presque comme un cadeau? Une part de moi sentait qu'il y avait encore des secrets à découvrir, des vérités enfouies sous les fondations de cette maison maudite. Alors je continue d'avancer, avec la certitude que la lumière finit toujours par percer l'obscurité, et la promesse que cette histoire, la mienne, n'est pas encore tout à fait terminée. Après le tumulte du procès, alors que je pensais pouvoir enfin tourner la page, une étrange sensation d'inachevé me hantait. Le voile de mensonge qui avait enveloppé notre histoire semblait plus épais que jamais, comme si Julien avait laissé derrière lui des traces invisibles, des mystères enfouis dans les fondations mêmes de cette maison qu'il voulait garder à tout prix. Je sentais que quelque chose m'échappait, une pièce du puzzle qu'il avait soigneusement dissimulée. Les jours à Redon s'égrenaient lentement, rythmés par mes allers-retours chez Marine pour préparer les démarches post-procès, et mes longues promenades le long de la Vilaine, où le vent salé caressait mes joues, emportant avec lui mes pensées tourmentées. Je me surprenais à fixer l'horizon, comme si la mer pouvait m'offrir la clé pour dénouer cette énigme. C'est dans ces moments suspendus que je repensais à Julien, à ce sourire charmeur devenu masque de froideur, à ces promesses envolées comme des feuilles mortes balayées par le vent d'automne. Un soir, alors que je rangeais mes papiers, un courrier inattendu est arrivé. Pas une lettre officielle, ni un document juridique, mais une simple enveloppe, sans adresse d'expéditeur, au papier légèrement jauni. Mon cœur a battu plus fort, hésitant entre peur et curiosité. À l'intérieur, des photos. Des clichés pris à la sauvette, montrant Julien en compagnie d'un homme que je ne connaissais pas, dans un café discret de Vannes. Sur une table, des plans, des dessins, des documents que je n'arrivais pas à déchiffrer immédiatement. Cette découverte a allumé une étincelle en moi. Qui était cet homme? Que mijotait-il derrière mon dos? Pourquoi Julien semblait-il mener une double vie, à l'abri des regards? Mon esprit, toujours en quête de justice, s'est mis en marche, prêt à creuser plus profondément, à ne rien laisser au hasard. J'ai commencé à enquêter, discrètement, consciente qu'il me fallait garder la tête froide. Les rues pavées de Vannes, les cafés aux nappes à carreaux rouges, les ruelles étroites où le temps semblait s'être figé, sont devenus le théâtre de mes recherches. J'ai questionné, observé, noté chaque détail, chaque silhouette qui croisait mon chemin avec insistance. J'avais l'impression d'être une espionne maladroite, un personnage tout droit sorti d'un roman noir, avec mes bottines en cuir et mon trench coat parfaitement ajusté, prêt à affronter les caprices du ciel breton. Parmi ces indices disséminés, un nom revenait souvent, Morel. Un entrepreneur local, discret mais influx, dont le nom résonnait comme une énigme dans le petit monde de la construction. Julien et lui semblaient liés par un secret que je devais percer coûte que coûte. Plus j'avançais, plus la toile se tissait autour de moi, mêlant affaires douteuses, faux semblants et promesses brisées. Cette quête m'a transformée. D'une femme blessée, je devenais une lionne, prête à défendre ce qui m'appartient, à chasser les ombres avec une détermination farouche. Mes nuits étaient courtes, peuplées de rêves où la maison se dressait au milieu d'un paysage obscur, gardant jalousement ses secrets. Mes journées, elles, étaient rythmées par des cafés partagés avec Marine, dont le regard complice m'encourageait à ne jamais lâcher prise. Mais dans cette course contre le temps et l'oubli, une question me taraudait. Jusqu'où Julien était-il prêt à aller pour protéger ses mensonges? Et surtout, quel sacrifice étais-je prête à faire pour découvrir la vérité, même si cela signifiait réveiller des fantômes que je préférais laisser dormir? Alors que je sentais le filet de la vérité se resserrer, une dernière pièce du puzzle m'attendait, tapie dans l'ombre, prête à bouleverser une fois de plus mon existence. Une révélation qui changerait tout, et pourrait bien me plonger au cœur d'un drame dont je ne soupçonnais pas l'ampleur. Je ne savais pas encore que mon combat ne faisait que commencer. Les jours suivants, je sentais la tension monter en moi comme une marée irrésistible. Chaque matin, en ouvrant les volets de mon appartement à Redon, le ciel souvent gris de Bretagne semblait refléter mes tourments intérieurs. Pourtant, je ne pouvais pas me permettre de céder à la fatigue ou au découragement. La vérité m'appelait, et je devais y répondre, coûte que coûte. Je passais mes journées à arpenter les rues de Vannes, à observer les allées et venues autour du terrain, à questionner discrètement les ouvriers et les riverains. Sous mon trench coat beige, mes escarpins claquaient sur les pavés, ajoutant à ma détermination une touche presque théâtrale. Une femme seule dans cette ville tranquille, mais avec un feu intérieur capable de déplacer des montagnes. Parfois,
je repensais à mes robes légères, abandonnées au fond du placard, remplacées par des vêtements plus affirmés. Une armure contre le monde et ses trahisons, Marine restait mon pilier. Entre deux cafés corsés dans sa cuisine aux accents provençaux, elle me lançait des remarques pleines d'humour pour alléger mes journées. Tu sais, Élise, à ce rythme, bientôt tu vas demander un permis de chasse pour traquer les secrets. Mais n'oublie pas de t'arrêter pour respirer, sinon tu vas finir comme un croissant trop cuit, dur à avaler et sans saveur. Ces mots me faisaient sourire, même si au fond, je savais que je ne pouvais pas ralentir. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, j'ai reçu un appel anonyme. La voix, rauque et hésitante, m'a murmuré quelques informations cryptiques sur un dossier caché dans un bureau de la mairie de Vannes. Un dossier qui pourrait faire vaciller tout ce que je croyais savoir sur Julien et son mystérieux associé, Morel. Mon cœur a battu la chamade. Était-ce une chance ou un piège? Je n'avais pas le luxe de choisir. Le lendemain, vêtu d'une blouse sombre et d'un foulard en soie, j'ai pénétré dans l'administration municipale. Le bâtiment, austère et chargé d'histoire, semblait me défier de découvrir ses secrets. Je me suis faufilé entre les employés, le regard vif, cherchant le bureau indiqué. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Enfin, j'ai trouvé un classeur poussiéreux, marqué d'un nom qui ne me disait rien, Projet Horizon. En feuilletant les documents, j'ai découvert des transactions financières douteuses, des autorisations de construction accordées dans la précipitation, des signatures falsifiées. Tout pointait vers un réseau bien plus vaste que ce que j'avais imaginé. Julien n'était qu'un pion dans un jeu dont les règles m'échappaient encore. Je suis sortie de la mairie le souffle coupé, consciente que cette révélation allait bouleverser la donne. Le poids de la trahison semblait désormais s'étendre bien au-delà de ma vie personnelle, touchant des sphères que je n'aurais jamais cru devoir affronter. Dès au retour chez moi, je me suis laissé tomber sur mon canapé, les jambes enveloppées dans un plaid, les yeux fixant le plafond où dansaient les ombres de la nuit bretonne. Malgré la fatigue, une étincelle d'espoir brillait en moi. J'allais enfin pouvoir riposter, dévoiler la vérité, mettre à nu ces mensonges tissés avec soin. Mais alors que je pensais pouvoir souffler, mon téléphone vibra. Un message anonyme, simple et glaçant: tu joues avec le feu, Élise. Certains secrets doivent rester enfouis. Un frisson glacé parcourut mon échine. La partie venait de s'intensifier. Je n'étais plus seulement une épouse trahie, mais une adversaire dans un combat où chaque mouvement pouvait être décisif, et chaque silence, une arme. Je savais que la suite serait dangereuse. Mais je n'avais plus peur. Car cette fois, il ne s'agissait plus seulement de reconstruire un foyer, mais de déterrer la vérité, même si elle devait tout emporter sur son passage. L'aube bretonne s'était levée sur Redon quand j'ai enfin trouvé un instant pour souffler, mais la paix restait insaisissable. Mon esprit tournait en boucle, hanté par ce message anonyme qui résonnait comme un avertissement sinistre. Jouer avec le feu, voilà comment on me mettait en garde, comme si j'étais devenue une pyromane involontaire, prête à embraser des secrets enfouis au plus profond des terres morbihanaises. Pourtant, au fond de moi, une force nouvelle s'était éveillée, une flamme qui ne s'éteindrait pas, même sous la pluie ou les vents froids qui balaient la côte. Chaque jour, j'étais devenue une ombre furtive dans les ruelles étroites de Vannes, cherchant à dénouer le fil emmêlé de cette toile que Julien et Morel avaient tissée avec une précision diabolique. Je n'étais plus seulement Élise, la femme brisée, mais une enquêtrice déterminée, une lionne aux griffes acérées. Mes escarpins claquaient désormais avec une assurance nouvelle sur les pavés, tandis que mes gestes trahissaient une maîtrise retrouvée. Un matin, alors que je consultais une nouvelle série de documents glanés grâce à une source discrète chez la mairie, un détail m'a sauté aux yeux. Une facture, un virement, un nom qui revenait sans cesse, les jardins de Kéris. Une résidence luxueuse en plein cœur de Vannes, où Morel possédait une part importante. L'idée de ce lieu élégant, avec ses façades en granit et ses jardins à la française, contrastait étrangement avec les manœuvres sournoises qui s'y tramaient. Mais c'était là que je devais creuser. Je me suis donc rendu sur place, sous un ciel chargé de nuages menaçants, vêtu d'une robe noire sobre qui soulignait mes courbes sans en dévoiler trop, mes cheveux relevés en un chignon strict. L'air humide et salin emportait avec lui les murmures du passé et les promesses brisées. À l'entrée, un vigile m'a arrêté, mais mon regard glacé et ma détermination évidente lui ont suffi pour me laisser passer. À l'intérieur, le luxe et le calme régnaient, comme un écrin parfait pour les secrets inavouables. J'ai commencé à prendre des notes, observant les allées et venues, les visages des habitants, les signes discrets d'une complicité silencieuse. Puis, au détour d'un couloir, j'ai surpris une conversation entre deux hommes, dont Morel lui-même. Leur échange, bien que contenu, laissait deviner des enjeux financiers colossaux et des menaces à peine voilées. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais mon calme, consciente que chaque mot pouvait être une pièce essentielle du puzzle. Je savais que je m'aventurais sur un terrain miné, mais c'était devenu une question de survie, d'honneur et de justice. Le soir, de retour chez moi, alors que les premières étoiles perçaient le voile nocturne, j'ai partagé mes découvertes avec Marine. Son regard grave et sa voix ferme m'ont confirmé que nous étions sur la bonne voie, mais que le danger grandissait.
Elle m'a conseillé de rester prudente, mais aussi de ne rien lâcher. Élise, tu es devenue plus qu'une simple victime. Tu es une force de la nature. Mais souviens-toi, les tempêtes les plus violentes laissent parfois derrière elles des terres fertiles. Malgré ces paroles rassurantes, une ombre planait toujours sur mes nuits. Julien, silencieux depuis des semaines, semblait observer mes moindres mouvements. Et ce message, ce simple avertissement, me rappelait que je n'étais pas la seule à vouloir faire éclater la vérité. Quelqu'un, dans l'ombre, veillait à ce que certains secrets restent enterrés. Alors que je m'apprêtais à dormir, un coup sec retentit à la porte. Mon souffle se suspendit. Qui pouvait bien venir à cette heure? En ouvrant, je n'ai trouvé personne, seulement une enveloppe posée sur le paillasson, scellée d'un simple ruban noir. M'és d'oïts tremblaient en la ramassant. À l'intérieur, un mot écrit à la main, sans signature, tu es plus proche que tu ne le crois. Attention à ne pas te brûler. Un frisson glacé m'a parcouru. La partie venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. Et moi, au cœur de cette tempête, j'étais prête à tout pour découvrir la vérité, même si cela devait me consumer.